Bien, bonsoir. Alors, je vous remercie surtout moi, de m'avoir invité de venir parler de la région lyonnaise à Bruxelles, hein. On est quand même un petit peu éloigné. Mais c'est surtout pour parler de cette thématique qui me tient à cœur depuis maintenant quelques années. Car, comme on vous a indiqué précédemment, je travaillais essentiellement avant sur la période médiévale, moderne. Et puis, depuis quelques années, l'archéologie préventive prend de plus en plus en considération les périodes les plus récentes, c'est-à-dire les périodes postérieures à la Révolution française et en allant jusqu'à pratiquement au conflit de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a en France des campagnes de fouilles archéologiques qui portent sur des sites concernés par la Seconde Guerre mondiale. Donc moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de culture matérielle, c'est-à-dire essayer de vous brosser un petit peu une idée de ce que l'on peut apporter et ce sur quoi on peut travailler quand on travaille sur un énorme dépotoir qui est une décharge publique que l'on a fouillé donc, en 2015. Je commencerai par vous planter un peu le décor en vous montrant que pourquoi on en est arrivé à travailler sur ces périodes contemporaines. C'est parce que c'est un phénomène d'évolution, puisqu'on a commencé à travailler sur la période médiévale, moderne par la suite, et puis finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre la fin de la période moderne et la période contemporaine. Et maintenant, c'est pratiquement acquis dans les mœurs, c'est rentré un petit peu dans les mentalités. On doit faire encore beaucoup de pédagogie au sein de la communauté archéologique pour faire comprendre que étudier les vestiges de nos arrière-grands-parents ou de nos grands-parents est extrêmement utile pour une compréhension d'une culture matérielle qui finalement, la plupart du temps, est totalement oubliée. Et donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu les premiers résultats de l'étude qu'on a réalisée avec mon collègue avec qui j'ai travaillé sur cette opération, Stéphane Brouillot. Donc, je vous disais que depuis la fin des années 1980 à peu près, le développement de l'archéologie préventive en région Rhône-Alpes, puisqu'on va parler de la région lyonnaise et élargir un petit peu avec tous les départements qu'il y a autour, on travaille sur la période moderne puisqu'on a eu un gros développement de fouilles archéologiques, en particulier urbaines, qui ont livré d'énormes dépotoirs domestiques, dont des dépotoirs dans des habitats, et qui ont livré une documentation extrêmement abondante. Donc très rapidement, les céramologues et les archéologues qui travaillaient sur le Moyen-Âge se sont emparés, entre guillemets, de cette discipline et se sont aperçus que finalement, pendant très très longtemps, les niveaux datés de la période moderne étaient tout simplement pas prélevés sur les sites, rejetés. Et une grande partie des collections issues de fouilles archéologiques antérieures à ces années-là a forcément disparu et la documentation n'existe plus. En revanche, depuis 1985-90, systématiquement, les niveaux de la période moderne vont être étudiés sur les fouilles, puisqu'ils font partie de la stratigraphie du site et de l'histoire d'un site. À partir des années 2000, on va commencer à s'intéresser aussi à la période contemporaine, parce que tout simplement, c'est un phénomène d'évolution et qui justement est aussi lié à ces grandes fouilles urbaines, puisque jusqu'à cette période-là, on étudiait uniquement la période contemporaine au travers des conflits de la Première et la Seconde Guerre mondiale et de l'archéologie industrielle, l'archéologie qui étudiait tout ce qui était les usines ou éventuellement l'artisanat dans une région donnée. Donc travailler sur des mobiliers de la période moderne et contemporaine demande énormément de travail, parfois beaucoup plus que pour la période médiévale, parce qu'on a souvent une documentation qui est abondante. On a une véritable invasion de la céramique dans les intérieurs de la période moderne et contemporaine, qu'on verra après lors du développement. Et donc on peut travailler désormais sur des lots qui sont vraiment complets et représentatifs de tout ce qu'on peut trouver comme vaisselle domestique, on va dire, à l'intérieur d'un habitat. Toutes ces vaisselles et ces objets que l'on retrouve dans ces dépotoirs contemporains ou modernes, la plupart du temps, ils sont oubliés, inconnus des musées. Les musées vont vous présenter que des belles pièces, les belles faïences, les belles porcelaines, les productions un petit peu artistiques. Et en revanche, tout ce qui coïncide à la vie quotidienne, au quotidien, est plutôt intégré, on va dire, parfois à l'ethnologie, et un peu cantonné dans d'autres domaines, ce qui fait que souvent, ces pièces sont finalement assez souvent oubliées. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut étudier ces objets à proximité même de leur contexte de consommation et d'utilisation. C'est-à-dire qu'au-delà de l'étude purement céramologique, avec la typologie, la réalisation de la typologie et l'étude de la chronologie des céramiques, on peut
aborder l'étude des céramiques sous un aspect social et culturel. C'est sur ce sujet donc, que j'ai décidé de travailler dans le cadre d'une thèse de doctorat à Paris 1 pour essayer de voir si les assemblages céramiques découverts dans tous ces habitats ou dans tous ces sites de la période moderne et contemporaine nous permettent d'avoir et d'établir un statut social par rapport aux céramiques. Donc, je vous disais, on a une masse de mobilier, là, simplement pour vous montrer un petit peu quel peut être le travail au quotidien d'un céramologue de la période moderne. Là, c'est une partie d'un lot sur lequel j'ai travaillé, qui a été trouvé en fouille à Lyon. Ce sont des céramiques, là, on est face à des faïences qui datent entre le début et le milieu du XVIIIe siècle. Et ça, c'est qu'une partie, c'est l'arbre qui cache la forêt, puisqu'on a à côté une masse énorme de produits, puisque là, je vous dis, près de 60 000 tessons à étudier, et qui donne une illustration extrêmement intéressante d'un quartier de Lyon dans le courant du XVIIIe siècle. C'est donc intéressant de travailler sur cette masse de mobilier, et surtout, il y a une notion qu'il ne faut pas oublier quand on travaille sur de la céramique, c'est la notion d'assemblage. C'est-à-dire qu'il est intéressant d'étudier une pièce en céramique à l'unité par rapport à peut-être la stylistique, par rapport à l'origine. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un groupe de céramique et qu'est-ce que ce groupe, sur quoi nous renseigne ce groupe par rapport aux approvisionnements, aux modes éventuellement, au type de vaisselle utilisée dans un habitat à la fois à la campagne ou en ville. Et c'est ce qu'on peut réaliser maintenant sur beaucoup de sites de la région Rhône-Alpes, puisqu'on a la possibilité de travailler sur des assemblages depuis le XVIe jusqu'au XXe, avec des assemblages issus de tout contexte, à la campagne, à la ville, dans des contextes monastiques, dans des contextes de prison, dans des contextes militaires. Donc on a vraiment une possibilité vraiment de caractériser les céramiques par rapport aux différents utilisateurs. Alors justement, assez récemment, on a commencé à travailler sur la seconde moitié du XIXe siècle. Là maintenant, on est en arrivée aux années 20-30, où on le verra avec le dépotoir. Et quand j'ai travaillé un petit peu sur l'Auvergne, on a pu avoir, je vous donne deux exemples, d'assemblages céramiques qui sont très intéressants par rapport à l'étude sociale et culturelle. Vous avez ici un petit lot qui provient d'un dépotoir, d'un couvent de Visitandines dans le Puy-de-Dôme, pas très très loin de Clermont-Ferrand, à Riom. Et l'intérêt d'étudier ce genre d'ensemble, c'est de pouvoir caractériser quel type de vaisselle on a dans un contexte monastique à la fin du 19e, avec des particularités que l'on retrouve que dans les vaisselles de couvent, par exemple. Vous voyez là les petits tessons gris où il y a des lettres gravées, qui sont des caractéristiques des vaisselles des couvents qui doivent être intégrées dans des pièces particulières. Et donc forcément, il y a toute une notion qui est liée aux coutumiers des différentes congrégations religieuses. Ce lot donc, est un lot qui se prête vraiment à la caractérisation sociale et culturelle. De même que celui-ci que j'ai eu à étudier très récemment, dont j'ai repris l'étude d'une fouille qui était assez ancienne, qui a été trouvée et qui date de la fin du XIXe siècle. En fait, c'est le dépotoir d'une prison qui avait été à Moulins dans le Bourbonnais. Un château médiéval a été transformé en prison à la Révolution et le donjon a été occupé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et transformé en prison. Et l'INRAP a pu fouiller dans les années 90, enfin la fin à l'époque, un dépotoir qui appartenait à l'intendance de la prison et dans lequel avaient été rejetées toutes les vaisselles de prisonniers, avec des aspects justement qui dépassent l'aspect purement typochronologique, des aspects humains, émouvants, avec des lettres gravées, les noms des prisonniers, des barres qui correspondent au nombre de jours d'enfermement, tout ça. Donc cette fois-ci encore, on peut aller au-delà de l'étude céramologique pure pour essayer de rentrer un petit peu plus dans le côté humain et social des assemblages céramiques. Donc là, je passerai très rapidement. Je pense que Gilles Bélan, qui viendra prochainement, vous fera un peu un bilan. On commence vraiment maintenant, je vous le disais, à travailler sur la période contemporaine. On bénéficie, ça je pense que Gilles vous présentera les principales publications qui existent dans ce domaine-là. Et maintenant, on a quand même de bons éléments qui prouvent que l'intégration de l'archéologie de la période moderne et contemporaine au sein de la communauté scientifique commence à être vraiment acquise. Donc pour ce qui est du XXe siècle, très récemment, j'ai pu bénéficier donc de la grosse fouille de Vénissieux qui va constituer
le nerf de ma communication. En revanche, j'ai pu aussi travailler les 2 dernières années sur des petits ensembles, certainement en bien moindre quantité que ceux de Vénissieux, mais qui m'ont permis de voir que finalement, tout le monde est logé à la même enseigne à ce moment-là. C'est des dépotoirs qui datent tous des années 20-30, 1920-1930, et qui montrent que finalement, à quelques endroits que l'on se trouve de la région Rhône-Alpes, chaque dépotoir livre les mêmes types de production, que ce soit dans le sud, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, on est déjà vraiment dans le sud de la France. On va acheter les produits quasiment dans les mêmes ateliers, on retrouve les mêmes emballages de produits alimentaires, puisqu'on est quand même, il faut le dire, à ce moment-là, dans une société de consommation qui est en pleine évolution, et que le fait qu'on retrouve autant de déchets liés aux produits alimentaires dans ces dépotoirs est bien sûr lié à un développement de la société de consommation et de l'industrialisation des produits de différents types. Donc, travailler sur ces grands dépotoirs de la période contemporaine, c'est surtout, comme je vous disais, c'est aussi un petit peu comme pour la période moderne, mais c'est une possibilité d'étudier des objets issus de contextes qui proviennent de la ville, de la campagne, avec des statuts sociaux divers, c'est-à-dire que dans les dépotoirs que j'ai pu voir là très récemment, j'ai des dépotoirs qui ont été trouvés à l'intérieur de fermes, et on s'aperçoit que finalement, à l'intérieur d'une ferme où on aurait pu penser qu'on avait une population d'un statut social un peu moins aisé que certaines maisons bourgeoises dont j'ai pu étudier la céramique aussi, on retrouve exactement les mêmes produits. On va retrouver, chacun va avoir une assiette en faïence particulière. On a la chance depuis maintenant 4-5 ans d'avoir les premiers dépotoirs domestiques et collectifs qui ont donc fait l'objet d'une fouille ou de diagnostic et d'études archéologiques. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est que les services de l'État prescrivent maintenant des fouilles sur ces ensembles archéologiques du XXe siècle, ce qui n'était pas évident il y a à peu près 10-15 ans. C'est-à-dire qu'à 10-15 ans, on n'aurait jamais fouillé une décharge publique de 1920-1930. Tout ce travail il a été réalisé aussi parce qu'on a mis un céramologue et un spécialiste du verre sur le diagnostic qui ont montré l'intérêt de ne pas tout de suite faire partir à la décharge, parce que les objets de la décharge allaient repartir dans une autre décharge finalement. Donc on a laissé aux archéologues la possibilité de travailler. C'est clair que vous verrez la surface qu'on a eu à étudier. On a eu un temps extrêmement mince, mais c'est une première dans la région et qui permettait vraiment de mettre en avant une archéologie un petit peu novatrice dans notre région. On travaille donc sur une masse documentaire extrêmement importante qui permet d'avoir vraiment un échantillon représentatif des objets du quotidien et donc de la culture matérielle au début du XXe siècle, donc avec un assemblage complet de tous les objets du quotidien, en terre cuite, en verre, et qui permettent d'aborder les intérieurs avec des analyses de divers phénomènes, l'évolution de la vaisselle, la mode, les méthodes de consommation, la cuisine, la table, on verra par la suite. Ce sont des objets qui sont pour la plupart oubliés et qui ne sont pas étudiés parce qu'ils sont communs. En particulier tout ce qui est vaisselle culinaire, par exemple, c'est des choses qui n'ont pas fait l'objet d'études. Et puis, surtout, de travailler sur cette masse, on arrive à très vite s'apercevoir de la circulation des produits et du développement du commerce. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. La fouille de Vénissieux donc, a été réalisée. Vénissieux, c'est une commune qui est localisée au sud-est de Lyon, en bordure du boulevard périphérique. Et c'était le seul secteur qui restait encore non construit en banlieue lyonnaise. Donc il y a eu un projet de construction de grandes enseignes qui vendent aussi de la vaisselle, ce qui est assez étonnant par rapport à notre fouille. On a donc fait un diagnostic assez important sur toute la surface et le diagnostic a mis en évidence la présence d'un grand fossé qui fait à peu près 4 mètres de profondeur sur une dizaine de mètres de large et qui, ce fossé, vous le voyez, avait un remplissage extrêmement basique de gravier qui correspondait, et de sable qui correspondait à son abandon. Et sur le plan que vous voyez en haut, on voit une tache noire qui correspond au dépotoir qui a été découvert lors du diagnostic. Donc, pour recadrer simplement ce fossé en fait, appartenait à un ensemble de fortifications
qui ont été réalisés dans la région de Lyon à la suite de la guerre franco-prussienne. Donc, ils ont été réalisés en 1886-87. On construit un très grand mur en béton qui correspond à l'actuel boulevard Ceinture, le boulevard périphérique de la ville de Lyon. Ce mur est conforté par des forts autour de la ville, divers forts. Alors donc je ne sais pas s'il y a un... Bon. Là, on voit en fait, voilà, le mur qui était construit, c'était ce mur ici, et vous avez tous les forts qui entouraient un petit peu pour préserver la ville de Lyon de l'invasion éventuelle de Prussiens, puisqu'on avait une peur assez importante par rapport à ça. En fait, ces fortifications n'ont strictement servi à rien, elles seront abandonnées à partir des années 1927-1930. Il en reste quelques vestiges encore en élévation. Elles seront abandonnées pour faire place au boulevard périphérique, c'est-à-dire que le boulevard périphérique actuellement sur lequel on en emprunte pour contourner la ville de Lyon reprend le tracé exact de ces fortifications. Donc la fouille que nous avons réalisée, nous, est localisée à cet emplacement, et nous avions, qui correspondait à une espèce d'avancée de fortin, et nous avions ici donc le dépotoir qui en fait est forcément daté, pas forcément par les objets, je vous expliquerai à un moment pourquoi, mais il est surtout daté puisqu'on a des textes qui nous précisent que le terrain qui était d'abord terrain militaire est vendu et cédé à la commune de Vénissieux en 1927. Et donc on n'a pas pu forcément faire un dépotoir dans un fossé militaire antérieurement en 1927, ce qui est totalement logique. En revanche, le mobilier qui provient du dépotoir, lui, est daté de la période 1850-1930, mais ça, on le verra tout au long de la communication, ce qui est lié à la conservation sur la longue durée des vaisselles à l'intérieur des foyers. Donc, ce dépotoir faisait une surface entre 300, un peu plus de 300 mètres carrés sur 4 mètres de profondeur et qui correspond à un cubage d'à peu près 1700 mètres cubes que nous avons eu à étudier en 3 semaines. Donc nous avons fouillé à 3 archéologues avec une pelle mécanique. Et je ne vous cacherai pas que la prescription, au départ, nous avait dit « vous ramassez tout ». Quand on regarde ça, forcément, on n'a pas tout ramassé. On a été obligé d'échantillonner et de faire un échantillon représentatif qui prenne en considération tous les types de produits. C'est-à-dire qu'on n'allait pas forcément se laisser amadouer par une belle porcelaine plus que par une marmite. Il fallait vraiment avoir un échantillon représentatif que l'on a réalisé avec mon collègue. Et on a réalisé un échantillon qui remplit à peu près 300 caisses de mobilier. Alors ce dépotoir, il est localisé à Vénissieux, mais je l'appelle un dépotoir lyonnais, tout simplement parce que on est vraiment situé à une dizaine de mètres de la limite de la commune de Lyon, et c'est surtout que l'intérieur de ce dépotoir a livré majoritairement des objets issus de commerce domestique de Lyon, mais aussi de brasseries, de commerces, de pharmacies, qui portent les noms de la ville de Lyon et qui ont été récoltés dans divers secteurs de la ville. Dans le titre, je vous ai mis un dépotoir lyonnais trié. Pourquoi trié? Parce que je ne sais pas si on ne le voit peut-être pas très bien sur la photo, mais on a dans ce dépotoir uniquement de la céramique, du verre et des huîtres. Bon. Donc au début, ça nous a paru extrêmement curieux de n'avoir que ce genre de matière, puisque nous étions dans un dépotoir qui datait de 1927-1930. On se disait, s'il y avait eu des matières un peu organiques, s'il y avait eu du tissu, forcément, ça aurait été encore conservé, vu la chronologie. Et en fait, en travaillant un peu plus près sur les textes, on s'est aperçu qu'à la fin du XIXe siècle, on a pu trouver, en région parisienne, le préfet Eugène Poubelle a mis en place des arrêtés préfectoraux où on doit organiser le ramassage et le tri des déchets dans les contextes domestiques. Et à l'intérieur de ces décrets, il y a un article 6 qui est extrêmement intéressant puisqu'il nous permet vraiment d'illustrer notre dépotoir, où il est stipulé que l'administration assure l'enlèvement et doivent déposer dans des récipients spéciaux les débris de vaisselle, les verres, les poteries provenant de ménages et les coquilles d'huîtres. Donc en fait, ces objets-là, tous ces débris et ces déchets ne doivent pas être mélangés au reste.
Et nous, on a la preuve archéologique de ce type de méthode mise en application à Lyon, qui avait d'ailleurs été mise en application très tôt dans la ville, sous l'égide du maire Édouard Herriot, et puis aussi des hygiénistes, et qui avait reçu d'ailleurs beaucoup d'opposition, puisque les chiffonniers, dont on voit quelques photos en bas, avaient peur de perdre leur travail, puisque c'est eux qui venaient récolter normalement les déchets dans les maisons. Les concierges n'avaient pas envie de s'ennuyer à avoir des dizaines de poubelles différentes. Donc, progressivement, on va mettre en place ces méthodes à Lyon quand même, et nous, on a une preuve archéologique, en tout cas, qu'elles ont vraiment été mises en place à cette période-là. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que on va dire quelques dizaines d'années après, on ne fera plus ça. Il faut bien voir que le tri sélectif des déchets, c'est quelque chose d'assez récent sur lequel on est revenu depuis quelques dizaines d'années, en tout cas chez nous en France. Donc c'est un aspect intéressant qui finalement nous a permis de comprendre pourquoi on avait toutes ces huîtres, que des coquilles d'huîtres. Et puis le fait qu'aussi les brasseries de Lyon et les restaurants lyonnais ont rejeté une grande partie de leurs déchets dans ce dépotoir explique aussi la présence de ces déchets. Donc pour vous donner quelques quantités, l'échantillon qu'on a réalisé, il est à peu près autour d'un peu plus de 31 000 restes, auxquels il faudrait ajouter les objets trouvés lors du diagnostic, qui sont à peu près de l'ordre de 5 000 objets. C'est un échantillon vraiment extrêmement important, sur lequel on a eu à travailler. Donc on a eu une période de travail assez courte, hein, on n'a eu qu'un mois pour travailler sur ce mobilier, mais vu qu'il est en cours de publication maintenant, on y revient régulièrement, et vu que j'ai intégré aussi à mon sujet de thèse ce mobilier, donc progressivement il est développé. Donc là, vous pouvez vous rendre compte des quantités d'éléments qu'on a pu extraire du dépotoir. Et ce que je vous propose dans le cadre de ma présentation, c'est de vous promener un petit peu à l'intérieur de ce dépotoir et de vous raconter un peu des histoires par rapport à des thématiques un peu spéciales qui sont développées dans un petit dépliant qu'on vous donnera à la fin de la conférence. Donc, ce qui est intéressant dans ce dépotoir, c'est qu'on a une extrême grande diversité de thématiques liées à l'alimentation. Donc, on a essayé avec mon collègue, quand on fait des présentations aussi, on a fait quelques expositions là-dessus, de voir des thématiques. Et là, par exemple, le thème de l'épicerie est relativement intéressant à traiter, puisqu'on trouve énormément de produits qui étaient présents dans les épiceries lyonnaises en ce début de XXe et fin de XIXe siècle. D'ailleurs, on a pu réaliser une carte provisoire, puisqu'en fait, on a encore tout un tas de produits qu'on n'a pas identifiés, de tous les produits alimentaires que l'on peut retrouver dans le dépotoir de Vénissieux, et qui illustre vraiment l'arrivée de produits issus de plein de contrées différentes, depuis les Antilles avec certaines boissons, jusqu'à quelques produits européens particuliers que je développerai après. Donc on voit bien, certainement, si on faisait une carte de répartition des produits alimentaires présents à Lyon au XVIIe ou au XVIIIe siècle, on n'aurait pas une carte aussi répandue. Mais là, il ne faut pas oublier que quand même, on a une période où le chemin de fer est vraiment développé et où les produits circulent de façon beaucoup plus aisée. Donc, au niveau des produits de l'épicerie, il y a une chose qu'on doit prendre en considération quand on travaille sur la période contemporaine, c'est le recours à l'iconographie. Et on a la chance de pouvoir travailler avec de l'iconographie qui, tout de suite, nous permet parfois d'identifier des choses. C'est un travail de longue haleine parce que finalement, ça demande d'aller chercher un peu à droite et à gauche, puisqu'il n'y a pas des publications spécifiques sur les affiches de produits alimentaires au début du XXe. Donc ça demande un travail un petit peu dans les bibliothèques, essayer de voir les fonds qui sont publiés, les fonds qui sont en ligne. Et donc, par exemple, l'exemple le plus probant, c'est cette affiche des produits de Félix Potin à Paris, dans lequel on retrouve deux produits, la confiture et puis la petite terrine en haut, qui sont présents sur cette affiche du début du XXe. Alors cette petite terrine, elle fait partie justement d'une catégorie de produits que l'on a trouvé en masse dans ce dépotoir, c'est-à-dire qu'on a fini par plus les ramasser après, tellement qu'il y en avait. C'est des petites terrines qui sont fabriquées à Sarreguemines ou à Lunéville, en Lorraine, et qui est destinées à conserver du foie gras alsacien.
donc, et qui montre le succès que pouvait remporter ce produit à cette époque-là. Et puis on a en bas, à gauche, un petit récipient en grès qui fait penser à un beurrier que l'on peut retrouver, et qui en fait était un conteneur destiné certainement aux brasseries et aux restaurants d'un produit qui était la terrine lucullus, et qui était une terrine qui était fabriquée près de Valenciennes et qui était un mélange de foie gras et de langue de veau, et qui avait énormément de succès à ce moment-là, ce qui explique aussi les quantités énormes que l'on a pu retrouver dans le dépotoir. On a aussi pas mal de récipients et de fragments qui sont liés à la consommation des produits laitiers. En particulier, ces productions que vous avez en bas, ces pots à lait qui sont fabriqués dans la Drôme, dans un atelier qui s'appelle Saint-Use, et dont je parlerai un peu plus tard. Et puis des laits qui sont originaires, qui viennent se retrouver piégés à Lyon, qui viennent de Normandie, forcément, et d'autres régions de France. Et puis forcément, avec le lait, on fait du fromage. Et là, on retrouve aussi des éléments liés à la fabrication des fromages, en particulier les présures, qui sont des petites fioles qui sont vendues en pharmacie la plupart du temps, et puis des faisselles en céramique, qui donc sont les moules à fromage qui permettent qui sont vendus parfois avec le fromage. Les autres produits de consommation présents dans les épiceries qu'on a trouvés en très très grande quantité, c'est la moutarde. Très forte consommation apparemment, d'après ce qu'on le retrouve dans le dépotoir, avec tout un tas de marques oubliées aujourd'hui ou pas connues ou rachetées par d'autres pays. C'est le cas de celle-ci qui constitue pratiquement 80% des moutardes trouvées dans le dépotoir, mais qui sont en fait aujourd'hui, qui ont été rachetées et qui sont aux États-Unis aujourd'hui, qui n'existent plus en France. On a aussi cette moutarde de la région qui vient de Dijon et qui est intéressante puisque, quand je vous parlais d'iconographie tout à l'heure, quand on regarde l'affiche, en fait, sur l'affiche, on retrouve exactement les trois types de pots que l'on a trouvés dans le dépotoir, en particulier le petit pot en forme de tambour, le pot de moutarde classique et celui un peu plus développé, et qui donc constitue encore des éléments intéressants du raccordement de l'iconographie et de l'étude de l'iconographie avec les pièces archéologiques. Voilà, pour montrer toute la diversité de ce qu'on peut trouver, avec certains pots même qui représentent des personnages, des marques qu'on a encore aujourd'hui, comme la marque Bornibus, qui est une marque qui est encore largement diffusée, et puis des produits un peu plus exotiques, avec pour les moutardes, des moutardes fabriquées à Londres et diffusées dans certains magasins de Londres, et puis la fameuse Dundee Marmalade, qui était une marmelade d'orange de Séville, qui en fait a été retrouvée en très grande quantité dans des dépotoirs, et qui en fait, dès qu'il y a une fouille contemporaine dans n'importe quel site, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, on retrouve systématiquement des fragments de peau de Dundee Marmalade, qui est un produit qui a eu énormément de succès dès la fin du XIXe siècle. Au début du XXe, on commence à vendre des vaisselles comme support publicitaire, c'est-à-dire que vous avez ces assiettes Suprême Pernod. En fait, Suprême Pernod, ce sont des biscuits fabriqués à Dijon. Et en fait, je pense que c'est un petit peu l'idée de ce qu'on peut trouver encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous devez acheter 4 boîtes de biscuits et vous avez votre assiette en faïence qui vous est offerte avec. Donc en fait, la nouveauté sur la céramique à partir de la période contemporaine, enfin en tout cas à partir du XXe siècle, c'est l'utilisation de la céramique comme support, et support d'autre chose, c'est-à-dire support publicitaire, ce qui n'existait pas bien sûr pour les périodes précédentes. On a des produits qui sont encore aujourd'hui vendus, bon, forcément pas dans les mêmes emballages, mais qui nous renseignent aussi sur des phénomènes de mode, comme ce qu'on appelle les jus de viande, donc là c'est le viandox. À la fin du 19e, au début du 20e, on a vraiment affaire avec les histoires d'anémie, on considère que tout le monde est anémique. Donc on produit et on vend énormément de produits à base de sang ou de viande de bœuf. Là, le viandox est le plus célèbre, mais on a des tonnes de marques différentes trouvées dans le dépotoir de ces produits qui étaient destinés à lutter contre l'anémie et surtout pour donner une bonne santé. Bon, je pense que si on allait regarder de plus près les ingrédients de tous les produits qu'on a trouvés dans le dépotoir, on ne fait pas dans le bio à l'époque. Donc, on n'est pas dans une société qui se soucie énormément finalement de certains aspects et de certains ingrédients. En revanche, on retrouve, vous voyez, c'est pas la peine que je vous lise les marques, hein, toutes les marques d'eau minérale qu'on le peut trouver. Pour nous, c'était assez intéressant avec mon collègue parce que
ces marques, elles sont encore aujourd'hui, mais on était loin d'imaginer qu'elles étaient apparues dans le courant de la seconde moitié du 19e siècle. C'est-à-dire qu'à partir des années 1850, 60, 70, il y a plein de marques qui sont encore présentes aujourd'hui et qui apparaissent à cette époque-là. Il y a une mode très importante à ce moment-là aussi des sodas et des limonades. Et preuve en est la découverte très très fréquente de bouteilles de ces boissons, dont certaines sont célèbres comme les bouteilles qu'on a les bouteilles à billes, mais j'en ai pas à vous présenter parce qu'elles n'étaient pas assez bien conservées. Et donc il y a une vraie mode aussi des boissons gazeuses et qui étaient parfumées à l'aide de concentrés de fruits que l'on retrouve par exemple dans ce petit récipient qui est assez intéressant parce que c'est un petit conteneur qui est pas très très grand, qui fait une dizaine de centimètres, qui est destiné à conserver des concentrés de jus de fruits et qui donc était utilisé pour parfumer les alcools ou les limonades par exemple. Mais on trouvait les fabricants ont quand même fait fabriquer en barbotine à des artistes ces objets publicitaires puisqu'il y a les marques dessus. Et donc quand on regarde ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu en plastique, on retrouve de nos jours certains jus de citron qui viennent de certains pays, par exemple de Sicile, qui sont exactement le même modèle mais en matière plastique. On a d'autres produits qui sont totalement oubliés, donc il a fallu retravailler dessus, se demander ce que c'était, cette nephaline. Et quand vous regardez un petit peu la liste, ça sert un peu à tout en fait finalement. C'est assez intéressant qu'on s'en sert même pour les postiches, pour les perruques et pour les nettoyer, jusqu'aux gants, au cuir, aux vêtements. Et ça, ce sont des produits que l'on trouvait à la fois en vente dans les épiceries, mais aussi dans les pharmacies. Parce qu'il y a une espèce d'ambiguïté à cette époque-là dans les pharmacies, où on retrouve des produits des fois qui sont un petit peu, on le verra un peu plus tard, des produits qu'on ne trouverait plus aujourd'hui, en tout cas dans les pharmacies d'aujourd'hui. Donc de l'épicerie à la maison, il n'y a qu'un pas, et on passe de la cuisine à la table. Et là, on va vous montrer que finalement, au même titre que les produits alimentaires, on a énormément d'origines pour ce qui est des vaisselles. Et là, vous avez pratiquement tous les ateliers qu'on a pu identifier au stade actuel du travail, les ateliers de production de faïence fine, avec les vaisselles de table, culinaires, la verrerie aussi. Et on s'aperçoit qu'il y a une provenance assez, très très importante de productions qui viennent de l'Est de la France, de la Lorraine et de l'Alsace. Et puis bon, on a quelques éléments qui proviennent du nord de la France. J'ai identifié depuis peu quelques éléments qui viennent de Belgique aussi. Et puis on a encore beaucoup de travail pour réaliser l'identification en tout cas de toutes ces origines. Et donc tous ces produits devaient être vendus dans ce genre. Là, je voulais vous illustrer simplement ça avec la photo d'un grand magasin de faïence, de verrerie et de porcelaine à Lyon à la même époque du dépotoir, qui vous montre bien qu'on mettait vraiment à disposition cette fois-ci aux consommateurs tous les produits qui étaient possibles et qu'on commence vraiment à atteindre la société de consommation et pas le simple colporteur qui passe chez les gens pour vendre 2-3 assiettes. Donc la vaisselle de cuisine, étonnamment, dans notre esprit, nous on était restés dans l'idée que nos grands-mères, elles faisaient déjà à manger dans le métal, elles avaient des casseroles en métal. Et en fait, on s'est aperçu que la vaisselle en terre destinée à la cuisine était encore très très importante au début du XXe, en particulier avec ces productions extrêmement célèbres qui sont fabriquées à Valoris dans les Alpes-Maritimes. Alors Valoris, ces ateliers sont aussi connus pour la production artistique, dont on a trouvé des fragments aussi dans le dépotoir. Mais là, surtout, à cette période-là, sont connus pour un très grand catalogue de formes destinées à la cuisine, des marmites, des poêlons, des terrines, etc. Et ces ateliers vont diffuser vraiment partout. On a retrouvé, je crois, lors des fouilles réalisées dans les Antilles, par exemple, à Saint-Pierre-de-la-Martinique, qui a subi l'éruption, des cargaisons entières de marmites de Valoris qui étaient destinées aux Antilles. Donc ces ateliers ont produit en masse et ont diffusé dans toute la France. Moi, chaque fois que j'étudie un lot du fin 19e, début 20e en France, il y a des céramiques de Valoris à l'intérieur.
Elles sont un petit peu concurrencées, mais cette fois-ci par d'autres produits qui sont dans la Drôme, Adiolfi, et qui du coup, pour pallier à la concurrence, puisqu'il y a une vraie concurrence entre les ateliers à ce moment-là, se spécialisent plutôt dans la production de formes destinées au café, au chocolat, ou de petits pots à cuire de type Cauchemar, qu'on va utiliser pour réchauffer les potages, par exemple. On voit apparaître de nouveaux produits, en particulier ce qu'on appelle la terre anglaise. Alors, elle n'est pas du tout fabriquée en Angleterre, hein, simplement c'est une dénomination, et elle est fabriquée dans la Drôme avec des faïences qui, cette fois-ci, sont élaborées d'une manière très spécifique pour qu'elles résistent à l'utilisation sur le feu. On change un peu les recettes d'argile pour fabriquer ces faïences. D'autres avec des noms un peu barbares, là, comme ce granit croûte, qui est une espèce de grès qui est recouvert d'un revêtement qui évoque la croûte des gâteaux ou des terrines ou des pâtés, et qui est justement destiné à la fabrication de terrines, de gâteaux. Et puis cette production qui est l'aluminite frugier, qui est en fait une nouveauté fabriquée à Limoges. C'est une porcelaine, mais avec un taux de kaolin extrêmement important, et qui du coup fait qu'elle résiste franchement au feu, et elle peut être utilisée, comme on le voit sur la publicité, directement sur les flammes. Les productions de Saintus dont je vous parlais tout à l'heure avec le lait, on les retrouve aussi en très très grande quantité dans les intérieurs, avec des formes très diverses, des soupières, des théières, des cafetières. Il y a même des pots spécifiques qui sont fabriqués pour faire de la mayonnaise. On a vraiment un catalogue, le catalogue des formes produits par les ateliers de Saint-Uz au début du XXe est énorme. Et on a la chance d'avoir eu des personnes qui ont travaillé là-dessus et qui ont publié l'intégralité de toutes les formes de ces ateliers, ce qui nous facilite beaucoup notre travail à nous. On passe de la cuisine à la table. Alors la table, l'aspect le plus marquant, c'est justement l'invasion et le règne de la faïence fine. Alors ce terme, il est un petit peu ambigu. On appelle ça faïence fine, mais ce n'est pas de la faïence en fait. Puisque la faïence, en fait, c'est une céramique qui est recouverte d'une glaçure au plomb et qui est rendue opaque par de l'étain, qui donne la couleur blanche. Mais la pâte de la faïence, elle est souvent rose, marron, beige, et on recouvre de cet émail qui donne la couleur blanche. La faïence fine, en fait, elle est blanche parce que l'argile est blanche au départ. Donc on a une argile blanche, qu'on appelle aussi parfois la terre de pipe, qu'on n'a pas besoin finalement auquel on n'a pas besoin de joindre un émail, et qu'on recouvre tout simplement d'une glaçure au plomb transparente, et sur lequel on applique des motifs imprimés. Et c'est ce qui caractérise surtout les productions de ce début du XXe siècle. Donc on le voit, là je vous montre simplement, j'ai simplement le remplissage de 2 caisses pour montrer la quantité phénoménale de faïence fine qu'on a pu retrouver dans le dépotoir. Je crois que la faïence fine, elle doit représenter 30% de tous les individus de céramique découverts dans le dépotoir. Et on a la chance d'avoir des catalogues, mais le problème, c'est que vu les quantités qu'on a étudiées, c'est clair qu'on ne va pas s'amuser à essayer d'identifier chaque service. Le but de la manœuvre, comme je vous l'ai expliqué, c'est de travailler sur un assemblage et essayer de comprendre la représentativité de certains éléments et pas de travailler sur l'objet unique. Simplement, certains objets uniques nous permettront de mieux préciser la chronologie ou de parler de quelques éléments particuliers. On a des services entiers, par exemple, comme le service Flora de la manufacture de Creil-Montreux, qui sont très à la mode à ce moment-là et qui se retrouvent dans tous les intérieurs. J'en ai même moi personnellement retrouvé chez plusieurs membres de ma famille. C'était vraiment des choses qui étaient vendues comme ça, soit le service complet, soit une assiette par-ci, par-là. Cette faïence fine, elle est largement mise à contribution aussi pour la consommation des boissons chaudes, le café, le thé, le chocolat. Et vous voyez toute la diversité que l'on peut retrouver des services à café avec des motifs imprimés. En fait, les faïenciers de cette période-là, avec cette méthode du décor imprimé, vont pouvoir jouer sur tous les phénomènes de mode. Alors justement, en parlant de phénomènes de mode, à la fin du XIXe siècle, on voit apparaître une production qui s'appelle la barbotine. Et cette production, elle est réalisée souvent dans les mêmes ateliers qui font la faïence fine. Et on retrouve de très nombreux services à café qui sont caractérisés par des décors moulés en relief et par des couleurs plutôt chatoyantes, et qui sont des productions qui ont été très très à la mode à la fin du XIXe et au début du XXe, et qui font aujourd'hui le bonheur des brocanteurs, mais que l'on retrouve plus grand dans les intérieurs.
Même époque, nouvelle production en verre, les opalines. C'est un verre qui est fabriqué aussi dans l'est de la France, au même titre que les faïences fines. Il y a les fabriques de Porcieux, par exemple, qui sont très connues et qui sont largement utilisées sur la table. Par exemple, vous avez ici ces coquetiers qui sont des éléments qui ont été vendus en masse sur tout le territoire, au même titre que tous ces objets qui étaient utilisés sur la table, ces salerons ou ces poivrières ou ces beurriers, que l'on voit avec profusion chez les antiquaires et les brocanteurs, mais que nous, on a pu étudier de façon assez intéressante, et on a même trouvé des modèles qui n'existent pas dans les catalogues, par exemple. On a des catalogues de production de certains ateliers, on a dans la fouille des modèles avec la marque de l'atelier, et ce modèle n'existe pas au catalogue, par exemple. L'intérêt aussi de parfois bosser un peu en archéologie. Donc après à la table, on passe un peu à la boisson. On a réalisé il y a très peu de temps avec mon collègue un article sur la consommation d'alcool en région lyonnaise par rapport à l'étude de ce dépotoir. Et c'est vrai qu'on a appris énormément de choses, il reste encore pas mal de choses à dépouiller, et c'est la consommation de l'alcool dans ces 20 premières années du XXe siècle est relativement impressionnante. Donc tout d'abord, je vous parlais au tout début que dans le dépotoir, on avait trouvé beaucoup de choses qui provenaient de commerce lyonnais, et en particulier, on a retrouvé énormément de choses qui revenaient de cette grande adresse qui s'appelle la Brasserie Georges, qui est une des plus connues, qui a été fondée en 1836, et dont nous avons retrouvé à la fois les bouteilles de bière, les pichets dans lesquels était servie la bière sur les tables, marqué Georges Hofer, qui était le fondateur de la brasserie, qui était originaire d'Alsace, et puis aussi quelques fragments d'assiettes, des assiettes qui servaient les repas dans cette brasserie. On a retrouvé, vous voyez, beaucoup de fragments d'assiettes qui mentionnent des restaurants. Alors, c'est toutes des enseignes, la plupart qui ont disparu aujourd'hui, hein, qu'on ne trouve plus, ou qui ont changé de nom. Et c'est tout un travail, finalement, un petit travail d'enquête à réaliser. Vous avez ces deux enseignes, par exemple, qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont livré pas mal aussi d'assiettes et qui montrent le succès de ces grands restaurants qu'il y avait dans la ville de Lyon dans le courant de la première moitié du XXe siècle. Cette enseigne aussi, qui a totalement disparu, les Eden Bar, qui au départ était spécialisée plutôt dans les boissons alcoolisées et qui très rapidement s'est mis à faire de la torréfaction de café, ce qui explique la présence de la découverte de très nombreux mazagrans destinés à la consommation des cafés. Des objets oubliés tels ces coupelles de prix, qui sont des objets que aujourd'hui on ne connaîtrait plus dans les restaurants ou les bars, mais qui sont des assiettes sur lesquelles il y avait les prix indiqués et où les serveurs, justement, en empilant la pile d'assiettes pour chaque consommateur, avaient le prix de la consommation et à la fin pouvaient donner l'addition directement en comptant le nombre d'assiettes qu'il avait sous les yeux. Donc ce sont des objets un peu oubliés que l'on a retrouvés dans ce dépotoir, au même titre que ces éléments très très particuliers qui s'appellent les pyrogènes, qui au départ ont été identifiés par mes collègues du diagnostic comme étant des bougeoirs. Ils m'ont dit on a énormément de bougeoirs dans le diagnostic. Alors, et c'est vrai que moi, quand j'ai vu apparaître ça la première fois, ce n'est pas un objet qui est forcément très très connu. Et en fait, ce sont des objets qui sont typiques des brasseries et des bistrots, dans lequel vous avez un petit réceptacle en haut, dans lequel étaient contenues les allumettes, et puis vous avez une base qui est abrasive sur laquelle on frottait l'allumette. Donc c'est lié à la consommation du tabac, mais c'est aussi lié à la consommation de l'alcool. Ce sont des supports publicitaires par excellence, sur lesquels on retrouve à la fois parfois des marques de marchands de vaisselle, mais aussi le plus souvent des marques de vin et de spiritueux. Et ces objets, on les retrouve très très fréquemment sur la peinture de la fin du 19e et du début du 20e. Il n'y a pas une représentation d'une brasserie ou d'un bar où on ne voit pas un pyrogène associé avec, vous voyez, justement une coupelle de prix avec le verre à absinthe. C'est vraiment l'objet par excellence du bistrot à ce moment-là. Ces objets vont disparaître quasiment dans les années 20 avec l'apparition du briquet qui va du coup faire en sorte qu'on n'a presque plus besoin d'allumettes. Et forcément, ces allumettes, elles servent aussi à la consommation du tabac. Et on a aussi trouvé dans le dépotoir un nombre assez conséquent de pipes en terre blanche
qui sont très représentatives d'une mode dans le courant du 19e, de pipe un peu exotique qui est inspiré du Proche-Orient avec des personnages enturbanés et des modèles, cette fois-ci, comme celui de droite, émaillé, originaire d'Allemagne, qui sont des modèles qui sont aussi largement diffusés, que l'on associait avec un tuyau en bois, qui étaient des modèles un peu plus luxueux que les précédentes. On a trouvé également un nombre assez conséquent de récipients qui portaient cette marque restaurant économique, qui pour nous était totalement un petit peu mystérieuse. Et on a fini par rechercher que ces restaurants faisaient partie d'une, on va dire, c'était une gamme de restaurants qui était destinée à une population qui était relativement peu aisée et où on pouvait leur fournir une alimentation équilibrée. Et en fait, c'est sous inspiration d'un personnage qui s'appelle de Tocqueville, qui va créer un petit peu sous égide de charité chrétienne ces mouvements de charité où on va, pour les souches les plus démunies, ouvrir des restaurants où ils vont pouvoir consommer une alimentation plus équilibrée que celle qu'ils auraient pu normalement se procurer. Donc, vous voyez des aspects sociaux complètement divers. On passe des bistrots à des restaurants qui sont cette fois-ci des choses un peu sociales. C'est tout l'intérêt de travailler sur ces assemblages complets très représentatifs. Et donc on passe à l'alcool, qui est donc fait partie des éléments vraiment symptomatiques de cette période de la fin du 19e et du début du 20e. Et là, j'avais quelques chiffres simplement pour vous dire, par exemple, la consommation d'alcool entre 1901 et 1910, en France, par personne et par an, on consommait 17 litres d'alcool pur. Donc, alcool pur par personne et par an, vous imaginez ce que ça peut représenter. En Belgique, vous êtes un peu moins, puisqu'en Belgique, c'est 12,5 litres par an, donc dans cette période 1901-1920. Donc, on peut imaginer ce que ça représente. L'alcool pur, c'est pas forcément du vin, hein, c'est de l'absinthe, c'est des spiritueux, c'est des choses très très fortes. Ce qui explique, par exemple, je l'expliquerai après, pour l'absinthe qui a été interdite, soi-disant, parce que l'absinthe contenait des plantes qui rendaient un peu fou. C'est pas l'absinthe c'est pas les plantes qui rendaient fou, c'était le taux d'alcool qui était énorme, qui pouvait monter jusqu'à 60 degrés. Donc Lyon, par contre, est une ville intéressante pour étudier le phénomène de l'absinthe. Lyon, c'est une ville qui n'a pas tellement cédé à la mode de l'absinthe parce que Lyon est entouré de régions viticoles. Donc à Lyon, on boit du vin, essentiellement. Donc on a trouvé beaucoup de vin, avec des productions assez luxueuses, comme le Château Chalon, qui est un vin jaune du Jura, qui sont des productions un peu rares. Et puis, bien sûr, quelques éléments qui évoquent le champagne. Et c'est surtout pour encore vous montrer que la céramique, cette fois-ci, devient encore un support publicitaire pour une grande marque de champagne qui existe encore aujourd'hui. La chose étonnante pour la ville de Lyon, c'est qu'on est dans une région où on n'aurait pas pensé franchement qu'on produisait autant de bière. On a découvert qu'à Lyon, à la fin du 19e, au début du 20e, il y a plus de 12 brasseries dans la ville qui fabriquent de la bière. Et ces brasseurs, en fait, pour la plupart, sont originaires d'Alsace-Lorraine, puisqu'ils sont venus suite à l'invasion prussienne et sont venus s'installer donc, dans la région lyonnaise. Et donc, on a ici une représentation de quasiment toutes les marques de bière que l'on peut trouver à ce moment-là. Des vins un peu plus des spiritueux qui existent encore aujourd'hui, qui montrent l'importance aussi à ce moment-là de la publicité pour l'alcool. On a un phénomène de publicité pour les produits d'alcool qui est extrêmement important. Et parfois, l'alcool va être lié aux artistes, puisque la liqueur Cointreau, par exemple, le flacon a été fait par un artiste qui s'appelle Théodore Legras, qui était un des grands verriers, de la fin du 19e siècle, et qui a conçu cette bouteille, et qui est toujours la bouteille qui est encore aujourd'hui, qui a été créée à la fin du 19e. On fait venir aussi des alcools, bien sûr, depuis les Antilles, avec en particulier une représentation assez importante des rhums. Et puis, on a des productions locales de produits qui ne sont cette fois pas contenus dans des bouteilles en verre, mais dans des bouteilles en grès, des cruchons, avec cet élixir gaulois qui est fabriqué à Lyon à partir de 1886, je crois.
et qui cède, on le voit bien par rapport à la publicité, qui cède à la mode qu'il y a pour la mode pour l'Antiquité, pour les Gaulois, qu'il y a à cette fin du 19e, à partir de l'époque du Second Empire, on commence à s'intéresser à tout ça, et ben, du coup, on fait un élixir gaulois, donc qui est fabriqué par les établissements Filion à Lyon. Et on vante toujours les mérites de ces produits qui ont toujours tous les mérites possibles et imaginables. On a parfois aussi des produits qui viennent des Pays-Bas, de Rotterdam ou d'Amsterdam. C'est la forme des genièvres pour la plupart. Et puis donc l'absinthe, qui est une des productions, je vous disais, qui caractérise vraiment la consommation d'alcool à cette période. Simplement pour vous dire, à Lyon, je vous disais que on consommait finalement pas tant d'absinthe que ça, mais on prend l'exemple de la ville de Marseille. Elle détient vraiment le record avec une consommation de 3 litres d'absinthe pure par an et par habitant au début du XXe. L'absinthe qui est quand même une boisson qui oscille entre 40 et 60 degrés, vous imaginez les dégâts que ça pouvait causer. Et on a retrouvé, en travaillant sur ce domaine-là, énormément de textes liés à la psychiatrie, où, par exemple, il y a énormément d'internements qui sont liés à la forte consommation d'alcool. Et donc, c'est à la même époque que vous voyez apparaître tous ces petits livres de morale qu'on retrouve avec plaisir chez les bouquinistes, où on voit les méfaits de l'alcool sur une famille, les pauvres enfants souvent, avec la pauvre maman qui pleure, tout ça. Ça correspond tout à cette culture de consommation d'alcool extrêmement importante jusqu'à la Première Guerre mondiale. On va essayer, après la Première Guerre mondiale, de baisser un petit peu, mais malgré tout, l'impact de la publicité va être énorme. Et l'impact de certains produits, puisque l'absinthe qu'on appelle la fée verte par rapport à sa couleur, va même être à l'origine de la création de certains objets en verre particuliers. Et vous avez cette production en verre très particulière qui s'appelle l'ouraline, qui a, vous voyez, avec une couleur vert fluo qui rappelle la couleur de l'absinthe, mais qui a vraiment une particularité. Alors, on en a retrouvé quelques fragments dans le dépotoir. Sa particularité, c'est qu'elle est fabriquée avec de l'uranium, ce qui donne le côté brillant quand on est à la lumière blanche. Donc, je vous laisse imaginer les verriers fabriquant ce genre de produits à la fin du 19e, au début du 20e, avec certainement pas les protections que maintenant. Alors, elle n'a aucun risque pour le consommateur, mais à partir de 1920, quand on va comprendre un petit peu les risques de tout ça, on va arrêter la production. Et donc, vous voyez le cheminement, c'est-à-dire que la fée verte, avec cette couleur verte, eh ben, on va fabriquer, quelqu'un va découvrir d'un seul coup que, tiens, on va pouvoir faire de la verrerie qui a la couleur un petit peu de l'absinthe et avec des services entiers, comme en bas, vous voyez, destinés à l'absinthe. Et donc, pour finir sur ce thème de l'alcool, je vous disais qu'il y a une publicité énorme consacrée qui fait la promotion de l'alcool. Et vous avez aussi, par exemple, sur certaines faïences fines, sur des petits tessons, on a trouvé des éléments un petit peu anecdotiques qui illustrent vraiment, entre guillemets, les méfaits. On voit bien que le monsieur sur la gauche, là-bas, il n'est pas en pleine forme face à son pichet. Et puis, vous avez surtout le marli de cette assiette, qui est très intéressant parce qu'il représente des objets liés au jeu, et puis une bouteille d'absinthe et une bouteille de vermouth. Et en fait, il fait partie d'un service qui est consacré à l'épargne, et où on voit tous les problèmes de famille qui n'arrivent pas à épargner, tout simplement parce que justement, voilà ce qu'il ne faut pas faire pour épargner. Jouer et puis boire de l'alcool. Donc en fait, il y a quand même aussi, même au niveau culturel, de façon détournée, les personnes anti-alcool vont, comme on voit représenté sur la publicité en dessous, on va avoir un impact sur les vaisselles du quotidien. Alors il faut bien se soigner après tout ça. Et on a retrouvé une profusion d'objets aussi liés à la pharmacopée, aux soins domestiques, avec des objets un peu mystérieux, que forcément qu'on aurait du mal aujourd'hui à identifier. L'objet en bas qui ferait penser à une fontaine, en fait, c'est une douche à injection destinée à faire des lavements. Donc c'est un objet assez particulier que j'ai découvert en consultant les catalogues de la manufacture Manufrance, parce qu'on avait un peu du mal à identifier cette chose-là. Et puis vous avez cet inhalateur en porcelaine qui, en fait, est l'ancêtre des inhalateurs en plastique qui seront utilisés après dans le cadre, par exemple, pour soigner des bonnes trachéites ou bronchites.
On a trouvé des milliers et des milliers de petits pots en faïence fine étiquetés aux différentes pharmacies de la ville de Lyon, destinés à contenir à la fois des pilules ou aussi des remèdes. Ces remèdes, par exemple, très particuliers, hein, typiquement lyonnais, le némogène Perroton, trouvé à profusion dans le dépotoir, qui était une confiture à base de fer que l'on donnait pour soigner l'anémie, la faiblesse, l'épuisement, et qui était créé par un illustre pharmacien lyonnais, et qui a rencontré une mode apparemment très importante à une période bien donnée, puisqu'elle disparaîtra après aussi. On a une notion très, très précise aussi du développement de l'hygiène bucco-dentaire, avec l'apparition de pâtes dentifrices, en particulier les petites boîtes en porcelaine des révérends pères bénédictins de Soulac dans la région de Bordeaux, mais aussi des poudres dentifrices qui seront utilisées sur une période assez courte finalement, parce qu'on se apercevra très vite que ces poudres elles seront plutôt abrasives et qu'on ne va pas franchement nettoyer, on va tellement bien nettoyer les dents qu'on n'aura plus de dents finalement quasiment après. Et puis des bains de bouche fabriqués en Allemagne qui sont aussi très présents dans ce dépotoir. Voilà toutes les opalines qui ont pu être utilisées par les pharmacies ou vendues en pharmacie. Hein, vous imaginez qu'on est à une période où le plastique n'existe pas, donc tous les emballages et tous les contenants sont en verre ou en céramique. Et donc tous ces flacons mystérieux sont souvent, ne portent pas de marque, parfois quelques marques en relief, et il faut les imaginer comme ça, puisque on a retrouvé par rapport à certaines marques présentes en relief sur certains récipients, des produits avec des noms, je vous laisse lire très rapidement, des noms complètement barbares et mystérieux, comme la musculosine Bila, qui est encore quelque chose fait à base de viande, de bœuf cru, ou encore lié à l'anémie. D'autres objets comme les biberons aussi, qui sont en verre, que l'on retrouve assez fréquemment, qui étaient associés à des tétines en caoutchouc et qui étaient vendus dans les pharmacies. Et autre élément que l'on retrouve très fréquemment dans les pharmacies à ce moment-là, ce sont les eaux minérales, qui sont vendues pour leur vertu purgative pour la plupart. On est vraiment dans la période de la purge, et on le voit par rapport aux différentes eaux minérales, et en particulier celle-ci qui est très connue, qui est l'eau Hunyadi János, qui vient de Hongrie, de la région de Budapest. Elle est tellement célèbre qu'elle est citée à plusieurs reprises dans une pièce de Feydeau qui s'appelle On purge bébé, où le bébé ne veut pas être purgé, on lui dit donnez-lui de l'Hunyadi János, donnez-lui de l'Hunyadi János, parce que justement, c'est le purgatif par excellence de cette puisque la pièce, elle date de 1910. Donc on voit la présence déjà de l'importance de ces produits importés depuis, au même titre que cette eau encore purgative qui vient de Catalogne. Et vous voyez que l'on pouvait boire soit à dose purgative, soit à dose laxative, ce qui explique pourquoi elles étaient vendues en pharmacie pour la plupart. Et alors l'élément qui nous a plus surpris, c'est la vente de ce genre de produits dans les pharmacies, puisque les pharmacies vendent de l'alcool. Sous couvert de vertus médicinales magnifiques. C'est le cas du vin Mariani, qui était donc un vin qui était fabriqué qui était une boisson à base de vin de Bordeaux et de feuilles de coca macérées. Donc une mixture assez intéressante, pourquoi pas, au niveau du goût, au niveau des effets, mais par contre qui était considéré comme quelque chose de totalement médicinal, puisque vous voyez la publicité avec l'enfant, hein, on dit ceci est le meilleur biberon, donc on fait boire aux enfants ce genre de boisson. Et puis Monsieur Mariani, qui était un Corse, va vendre par caisse entière des bouteilles aux grands personnages culturels français. Il y a Charles Gounod, le compositeur, il y a Émile Zola, Alexandre Dumas, qui vont recevoir chacun leur caisse de Coca Mariani et qui vont donc le vanter dans la publicité. Et donc, ce sont des produits qui sont, à l'époque, vendus uniquement dans les pharmacies. Au même titre que la chartreuse, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un alcool qui est à 55 degrés, qui est vendu en pharmacie comme médicament. Certaines absinthes, considérées. Et il y a plein de produits comme ça que nous, maintenant, on boit plutôt en apéritif ou en digestif, qui, à l'époque, ne sont considérés que pour leur vertu médicinale, en fait. Donc, ça explique un petit peu l'ambiguïté à l'époque entre l'alcool, la pharmacie. Donc on est vraiment dans des périodes assez particulières.
On trouve aussi, enfin pour finir avec ces pharmacies, de très nombreux cosmétiques. Là, je vous ai juste mis le plus célèbre, qui est la crème Simon, qui est une crème pour le visage, qui a été créée par un pharmacien lyonnais en 1880, je crois, et qui existe encore de nos jours, et qui a rencontré un succès énorme. Dans le dépotoir, on a dû en trouver, on a dû en ramasser des centaines, mais il y en avait des milliers. Et qui donc était vendu à toutes les couches de la société. Et on le retrouve parfois dans certaines publicités, en particulier avec Louise Brooks ou des acteurs du cinéma muet qui vont faire des publicités pour cette crème. Après avoir donc brossé un petit panorama de ce qu'on se trouvait à l'intérieur des maisons au niveau consommation, j'ai voulu vous parler d'un aspect un peu plus, entre guillemets, virtuel et culturel, qui est l'analyse des phénomènes de mode. Et l'analyse de cet assemblage nous permet de visionner un petit peu quels sont les phénomènes qui permettaient de véhiculer des aspects culturels particuliers. En cette fin de 19e siècle, on est en plein dans un mouvement culturel qui s'appelle le japonisme. Et il y a une très grande mode pour tout ce qui est Extrême-Orient. On va le retrouver en particulier dans certains services, comme celui qui est fabriqué dans la manufacture de Creil-Montreux, qui est le service dit Japon, qui, avec des tendances un peu japonisantes. Et ce service a rencontré énormément de succès, à tel point que Claude Monet, par exemple, avait un service complet dans sa maison de Giverny, du service Japon, puisqu'on le sait, il avait un goût assez prononcé pour la peinture et l'art d'extrême du Japon. Tous les ateliers vont s'emparer de ce phénomène de mode, et on va le retrouver donc à la fois dans toutes les manufactures, sur les porcelaines, sur les faïences fines, sur les services à café fabriqués à Sarreguemines ou en Angleterre à Stoke-on-Trent. À Gien, également, on va fabriquer des vases très décoratifs qui mêlent à la fois des motifs proches orientaux à des motifs extrêmes orientaux. Mais aussi, on va acheter des produits issus directement de l'Extrême-Orient, avec en particulier les porcelaines de Chine et du Japon. Et le dépotoir a livré un nombre assez considérable d'objets issus des manufactures d'Imari au Japon, qui exportaient en masse aux États-Unis et en Europe, ainsi que de la porcelaine de Canton en Chine. Alors les porcelaines d'Imari, elles sont surtout connues pour ces coupes qu'on retrouve très fréquemment, et surtout des objets très particuliers qui sont de très grande taille, hein, qui atteignent pas loin de 80 cm et qui sont des porte-parapluies et qui étaient fabriqués de façon quasi industrielle dans ces ateliers de porcelaine d'Imari au Japon. On a aussi des petits éléments exotiques qui valent le coup d'être mentionnés, ne serait-ce que pour l'aspect un peu anecdote. Bon, de la céramique qui vient de Tunisie ou du Maroc. Vous avez cette petite amphore en céramique de Kabylie. Ce sont des productions de la fin du 19e siècle qui étaient fabriquées uniquement par des potières, donc par des femmes, et qui étaient fabriquées à la fin du 19e, début 20e, et exportées assez fréquemment en France. Le petit vase de Kütahya, qui finalement est le descendant direct des productions Disney en Turquie. Et puis ces deux petits éléments totalement incongrus dans ce dépotoir, c'est de la céramique grecque antique. Alors il n'y a pas d'occupation grecque antique sur le site, hein, il n'y a pas d'occupation de l'âge du fer, mais c'est simplement pour vous montrer que le tri des objets en céramique rejetés dans ces conteneurs était tellement bien appliqué que même le petit objet ramené de Grèce ou acheté chez un antiquaire qu'on a brisé, on va le jeter dans le dépotoir trié. Donc on a ces éléments-là. Et puis très récemment, on a pu identifier une partie de production qui était liée au tourisme. Ce sont des céramiques fabriquées en Suisse, en particulier à Thun, et qui sont des vaisselles, on reconnaît les Edelweiss dessus, qui sont typiquement suisses. Et en fait, ce sont des objets uniquement destinés aux touristes, donc que les gens ramenaient en souvenir. Et ce n'est pas de la vaisselle du quotidien, c'est de l'objet uniquement décoratif. Et on a la chance de bénéficier justement de représentations de photos anciennes où on retrouve petit à petit les collections de ces produits. Donc ces produits, justement, servaient à décorer la maison. Et l'aspect nouveau dans les contextes de la période contemporaine, c'est la présence de décors. C'est-à-dire que la vaisselle que l'on a plutôt au XVIIe, au XVIe, au XVIIIe, forcément, il doit y avoir des pièces destinées au décor, mais
aussi représentés qu'à cette période contemporaine, avec par exemple les productions en faïence de Gien, ou encore la fabrication de services uniquement destinés au décor, comme ce qu'on appelle les assiettes parlantes, qui sont des productions en faïence fine. Et bon, là, forcément, on est à Lyon, donc on a Guignol, forcément, avec un service entier, qui représente des scènes du théâtre de Guignol. Et puis, chose assez intéressante, le Tesson d'en bas, qui représente un quartier bien typique de Lyon, une montée d'un quartier de la Croix-Rousse, avec les maisons de Canut, qui étaient les ouvriers de la soie. Donc, des fois, sur ces petits tessons, on arrive à trouver des éléments très particuliers. Ces assiettes parlantes sont produites en masse, avec des scènes humoristiques, des scènes un peu, on va dire, de corps de garde, avec des chansons militaires, des assiettes consacrées à la mode, ou par exemple des assiettes consacrées complètement au président de la République, avec ce président très particulier, là, le président Paul Deschanel, qui était tombé du train en allant à Lyon et qui était complètement assommé et qui, en fait, on a retrouvé marchant en pyjama le long de la rue, le long de la voie ferrée, et qui disait qu'il était président et personne ne voulait le croire. Donc voilà, il avait vécu une petite aventure, mais il a eu droit quand même à son assiette. Comme au titre, le tsar de Russie aussi a eu le même type d'assiette. Donc vous voyez, on se sert du support faïence, cette fois-ci pour faire de la publicité, pour faire des assiettes décoratives. Et faïence, justement, ben voilà les dernières faïences que l'on trouve. Ça, cette fois-ci, ce sont des vraies faïences. Et là, pareil, ce sont des objets qui sont destinés aux touristes, avec les fameux bols de Quimper. Qui n'a pas son bol de Quimper chez soi? En tout cas, en France, pratiquement tous les enfants ont eu droit à leur bol de Quimper avec leur prénom. Donc, les faïences de Saint-Clément, ou de Charolles, ou de Dèvres. Les barbotines, bien sûr, qui sont parmi les objets décoratifs les plus vendus à la fin du 19e et au début du 20e, avec la création de plein de formes originales, au même titre que les opalines dont j'ai parlé tout à l'heure pour la pharmacie, mais qui là sont des opalines destinées à la décoration, et les productions typiques que l'on appelle les opalines de foire, qui étaient vendues sur les marchés et produites en très grande quantité pour des prix relativement modiques. À côté de ça, le dépotoir a livré quand même des fragments de ces vases réalisés par ce grand verrier Théodore Legras à la fin du 19e siècle, qui sont pour le coup des productions vraiment de luxe. D'ailleurs, chose étonnante, le dépotoir n'a livré aucun fragment de cristal, parce qu'à cette période-là, le cristal est vraiment considéré comme quelque chose d'extrêmement luxueux et qu'on essaie de ne pas casser et de ne pas jeter. Donc voilà, je terminerai avec quelques petits morceaux choisis d'objets du quotidien pour vous montrer que finalement, pris séparément, des fois, des objets nous livrent des informations sur l'époque, sur la culture matérielle. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce petit bol qui représente ce biplan, qui montre vraiment la naissance de l'aviation et qui, cette fois-ci, est porté aussi sur la vaisselle. Ou ce fragment en haut de lampe à pétrole, qui est assez étonnant, puisque en fait, c'est une lampe à pétrole qui copie une colonne Maurice. Ces colonnes Maurice que l'on trouve partout dans les rues à Paris, sur lesquelles il y a les spectacles. Et là où on voit que ce n'est pas complètement une imposture, les affiches qui sont représentées sur la lampe à pétrole, on a cherché un petit peu pour s'amuser, et on a trouvé en effet que cette dame, Ella Zouila, qui est mentionnée en haut, est une grande équilibriste qui se produit aux Folies Bergères au début du XXe siècle. Donc, ces petits fragments du quotidien nous renseignent un petit peu sur certaines choses très particulières de la société à ce moment-là. On a de la vaisselle patriotique, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est en pleine période où l'Alsace et la Lorraine sont occupées par l'Allemagne, et donc les faïenciers vont produire énormément de vaisselle patriotique, et ça va passer par de très nombreuses représentations de Jeanne d'Arc ou des armoiries de Jeanne d'Arc. Donc là, vous voyez un pichet en forme de visage de Jeanne d'Arc, le pichet avec Jeanne d'Arc chevauchant un cheval, une assiette qui représente Jeanne d'Arc, et là, ces espèces de vases avec les armoiries de Jeanne d'Arc qui étaient fabriquées à Lunéville. Bon, je fais un peu un inventaire à l'après-vert, mais bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu ces objets un peu inédits, comme cette ocarina aussi, qui en fait a été créée par un Napolitain qui s'appelait Mezzetti, et qui donc après a cédé la fabrication de ces objets en région parisienne. Donc on a retrouvé ça dans le dépotoir, qui pouvait au début paraître un petit peu
spécial, mais qu'on a fini par retrouver en cherchant un petit peu. En phase avec cette période de la fin du 19e, il y a quand même un développement assez important, sans aucune moquerie, des bondieuseries, hein, qui est un terme qui est utilisé, c'est-à-dire qu'on retrouve de très nombreux objets pour le culte domestique à l'intérieur des maisons, qui se transmet par l'intermédiaire de toutes ces statues de saints divers et variés, ou de saintes vierges, ou de bénitiers encore, dans lequel on mettait une eau bénite et qui ornait quelques reposoirs à l'intérieur des maisons. De très nombreux objets qui ont été rejetés dans le dépotoir, ce sont aussi les tirelires, dans toutes les matières, en barbotine, en terre vernissée, et qui nous permettent progressivement à nous d'identifier les ateliers, puisque certains éléments étaient inconnus, certaines formes des marques étaient inconnues des catalogues, ce qui est justement l'intérêt d'étudier ces pièces de façon archéologique. Bon, des choses extrêmement qui montrent de très bon goût, que l'on retrouve dans les intérieurs de très nombreuses maisons avec les biscuits ou les porcelaines, et puis de très nombreux fragments de têtes de poupées en porcelaine qui sont originaires d'ateliers assez prestigieux que l'on a retrouvés piégés dans ce dépotoir, au même titre donc, que toutes les vaisselles du quotidien. Donc je terminerai simplement pour vous montrer que j'ai essayé, dans le temps qui était imparti, là, de vous brosser quelque chose pas d'exhaustif, et de vous montrer quel est le travail que l'on peut réaliser sur la culture d'une période donnée dans une région donnée. Donc là, on est en région Rhône-Alpes. On n'est pas très loin de ce qui se passe dans le reste de la France, finalement, parce que je suis sûr que le jour où on étudiera des dépotoirs, même chez vous, hein, en Belgique, de cette période contemporaine, on retrouvera ça et là quasiment les mêmes productions. On est dans l'industrialisation. Et l'intérêt de la chose, c'est de l'aborder de façon archéologique, c'est-à-dire qu'on prend en considération, bien sûr, un aspect parfois artistique. Je veux dire, on a tous, en tout cas, nous, en archéologie, une formation d'historien de l'art aussi. On a travaillé l'histoire de l'art. Donc, on a ce côté où il faut quand même prendre en considération tout ça, mais il faut essayer aussi de penser que ce sont des objets du quotidien qui ont servi à quelque chose, qui ont contribué à faire évoluer une société et qui nous permettent de façon extrêmement exhaustive maintenant d'étudier ces sociétés et de se rendre compte d'aspects très particuliers. Donc vous avez dû avoir la publication qu'on a fait sur les médicaments, qui vous donne une idée un petit peu, qu'on avait fait avec Stéphane Brouillot, un petit peu qu'est-ce que cette étude peut nous permettre de voir un petit peu quels sont les remèdes, les médicaments, et justement cet aspect très particulier de l'alcool, par exemple, dans les pharmacies. Et puis là, très prochainement, nous allons publier dans la revue Archéopage un article consacré à la consommation d'alcool à Lyon au travers de l'étude des objets découverts dans ce dépotoir. Voilà, je vous remercie, et puis je vous remercie pour votre attention.